Allez, merci de votre ponctualité à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième webinaire sur les 4 premiers qui étaient programmés sur l'audit de surveillance. Le prochain aura lieu au mois de janvier et d'ores et déjà, on peut annoncer que nous programmerons, je pense, encore un webinaire par mois entre février, mars, avril et le mois de mai, pour ne pas dire jusqu'à la fin du premier semestre, puisque c'est un sujet qui va nous tenir en haleine au moins toute l'année 2022. Alors, sur ce webinaire, 1 heure à passer ensemble, des éléments bien sûr à partager avec vous et surtout un temps que l'on gardera sur la fin de ce webinaire sur un moment de questions-réponses, et on sait qu'elles sont généralement assez nombreuses, bien évidemment. Alors, déjà, présentation, donc toujours les deux mêmes, je dirais les trois mêmes en fait, puisqu'il y a toujours Benjamin qui est derrière les manettes, et en plus de Benjamin, donc Raphaël avec nous. Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc Raphaël de Saméros, chargé de mission qualité à l'ISQ. Donc mes principales missions ici sont d'appuyer la direction qualité dans tout ce qui est processus, vérification aléatoire pour être sûr que nos processus sont bons et ainsi pouvoir préparer les audits du COFRAC sur la norme 17065, car nous aussi, nous sommes tenus à des audits externes, des obligations, des indicateurs à respecter, à maintenir. Et donc, c'est la charge de mon travail. Merci Raphaël. Donc oui, Raphaël et bien sûr Marc Verger, donc toujours auditeur et en charge du développement et des opérations à l'ISQ. Ravi de vous retrouver pour ceux que j'aurais eu le plaisir d'auditer, audit blanc ou pas, et ceux que je n'ai pas audités, et donc de vous compter parmi nos certifiés, en tous les cas je l'espère. Donc 1 heure à passer ensemble sur l'audit de surveillance. Et ce qui est important, c'est ce qu'a dit Raphaël, vous êtes audité et rassurez-vous, nous aussi, en tant que certificateurs, nous sommes audités par le COFRAC, premier audit d'une longue série, jeudi et vendredi de cette semaine, et ensuite, pour ce qui est de Calliope, normalement février ou peut-être un peu plus tard. Alors Marc, à qui s'adresse plus particulièrement ce webinaire? Alors le webinaire s'adresse idéalement, et pas que, mais bien sûr idéalement à tous les organismes qui sont certifiés, que vous le soyez d'ailleurs avec l'ISQ ou pas. Nous avons plaisir aussi à accueillir les non certifiés par l'ISQ, que vous ayez bénéficié d'un audit initial aménagé ou complet et que vous ayez aussi pu bénéficier avant l'audit de surveillance d'un audit d'extension, soit de site, soit de catégorie, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et pourquoi avoir décidé de mettre en place ce webinaire sur l'audit de surveillance dès maintenant? Alors, dès maintenant, ça fait donc on est au troisième. Forcément, 2021 a été pour les certificateurs, et je vous le confirme, nous avons un planning très chargé. On a donné priorité jusqu'à la fin de l'année à des audits initiaux. Le dernier comité de certification 2021 se tiendra le 29 décembre. Bien sûr, on a déjà de nombreux audits initiaux qui sont programmés au premier trimestre. 2021 nous a permis de finaliser nos processus quant à la conduite et à l'organisation des audits de surveillance. Et bien sûr, pour tous les prestataires qui ont été audités, 2021, pour ceux qui ont eu des non-conformités, ils ont dû s'investir sur la mise en œuvre de leur plan d'action correctif et bien sûr se préparer pour 2022 et l'audit de surveillance, car on va voir que ce sera à peu près quand même là où ils vont tous passer. Alors, avec la crise sanitaire, il y a eu des amendements, des décalages. Quels sont les impacts de ces modifications sur le cycle de certification? Alors, il est vrai que la crise sanitaire a eu un impact sur la durée de la certification, puisque pour tous les organismes certifiés 2019-2020, ils bénéficient d'une durée de vie de certification de 4 ans et non 3 comme initialement prévu, et donc d'un audit de surveillance à réaliser entre le 14e et le 28e mois, ce qui veut dire que les premiers auraient pu se passer en mars 2021.
dont la réalité des faits pour l'ISQ, en tous les cas, les premiers ont eu lieu en novembre et eh bien, ils se termineront plus tard en avril 2023. Et pour les certifiés en 2021, et les premiers audits de surveillance débuteront potentiellement en mars 2022 pour ceux qui auraient été certifiés en janvier 2021 et se termineront au plus tard en octobre 2023. Donc, on va donc vraiment sur un timing de 2 ans, mais le plus gros des audits va vraiment se réaliser sur 2022. Alors, quels sont les fondements législatifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Alors, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir nous préciser aujourd'hui, peut-être un petit peu plus de façon concrète, il y a bien sûr des sources réglementaires, législatives. Il y a toujours l'arrêté du 6 juin, l'arrêté du 24 juillet, le fameux question-réponse donc qui existe aussi dans sa V1, toujours d'actualité, avec des questions clairement identifiées sur l'audit de surveillance. La question 1.11, la 1.12, la 2.7, la 3.1, la 3.4 et la 5.6, pardon, qui font vraiment référence à l'audit de surveillance. Le programme de certification, dès lors que vous travaillez avec l'ISQ, est bien sûr toujours en vigueur, la fameuse V7 du guide de lecture. Alors, une petite question pratique. Je souhaite réaliser un audit d'extension. Est-il plus judicieux de le faire avant ou après mon audit de surveillance? C'est une question qui est tout à fait légitime, qui est importante, et on s'aperçoit que de nombreux prestataires aujourd'hui ont des velléités d'étoffer leur offre, et donc là on va parler peut-être d'audit d'extension de catégorie, et où vont souhaiter étoffer leur présence géographique. Il y a beaucoup de rapprochements, de rachats, de fusions en ce moment dans le domaine de la formation. Il pourrait y avoir un audit de site. Là, on vous donne en fait un exemple très simple pour un organisme qui a moins de 750 000 € de chiffre d'affaires, monosite. S'il avait dû bénéficier d'un audit initial complet, ça aurait été 2 jours. Il souhaite faire une extension de catégorie pour se lancer dans l'apprentissage. Eh bien, s'il réalise cette extension avant l'audit de surveillance, ce sera 2 jours et demi. Et une fois que l'extension est actée, eh bien, audit de surveillance avec 2 jours. Et si on inverse l'ordre, en fait, on s'aperçoit que l'audit de surveillance, lui, ne serait que d'1 journée et demie. Et derrière ça, 2 jours et demi d'extension de catégorie. Donc là, clairement, on s'aperçoit qu'il vaudrait mieux faire l'audit de surveillance avant l'audit d'extension. Maintenant, il ne faut pas tirer non plus une conclusion générale et qu'il va falloir étudier au cas par cas pour chacun des prestataires quelle est la meilleure stratégie s'ils souhaitent peut-être limiter la durée des audits et donc l'impact financier et de temps sur les équipes. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez des projets d'extension, de catégorie ou de site, avant de prendre une décision, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir de réfléchir avec vous, de vous présenter peut-être les 2 alternatives pour que vous puissiez faire un choix éclairé quant au timing des 2 audits. Et donc, Marc, à qui revient la responsabilité de donner le top départ de l'audit de surveillance? Alors, l'audit de surveillance, eh bien, l'ISQ, nous avons pris le parti sur cette fin d'année, même si on est un petit peu, je dirais, peut-être un tout petit peu en retard sur le timing avec la forte présence des audits initiaux. Normalement, chaque certifié devrait recevoir un mail de la part de l'ISQ 2 mois avant le 14e mois. Donc qui marque le début de la période d'audit de surveillance. Là-dessus, on vous invitera en fait à vous connecter sur un formulaire en ligne afin de saisir un certain nombre d'informations. On reviendra sur ces informations un petit peu plus tard. Derrière ça, relance par mail et ou par téléphone, bien évidemment. L'objectif étant que l'on puisse programmer l'audit de surveillance. Ce n'est pas parce qu'on se veut proactif que vous devez attendre que l'on vous sollicite. Un certain nombre de prestataires ont déjà sollicité l'ISQ indépendamment de notre prise de contact pour avoir une visibilité en termes de timing et de programmation. Ils sont déjà pré-programmés, en sachant qu'ici, nous vous invitons quand même à programmer l'audit de surveillance au plus tard 2 mois avant la fin de la période des 24 ou 28 mois, si tant est que vous ayez possiblement à corriger les non-conformités. Donc, il faut le prendre en compte. Alors, et quelles sont les différentes étapes préparatoires de cet audit de surveillance? Au-delà de la prise de contact qui va être formulée par l'ISQ, vous allez donc devoir nous informer sur un certain nombre de changements potentiellement majeurs
de votre organisme. Derrière ça, nous allons recevoir ces éléments. Il va y avoir une double analyse de risque, une analyse de risque qui va être conduite par l'ISQ, une analyse de risque qui sera elle aussi conduite par l'auditeur. En fonction de cette analyse de risque, eh bien, on vous adressera un plan d'audit et on verra un petit peu plus tard que chaque cas là sera vraiment particulier et on pourra donc mettre en place l'audit de surveillance. Très bien, merci Marc. Et selon quelle modalité va-t-il être réalisé cet audit? Alors, tout le monde sait que le texte de loi initial prévoyait audit initial présentiel, de surveillance à distance et le renouvellement en présentiel. Donc, en gros, c'est 2 en présentiel et 1 à distance. C'est la loi. Avec l'aménagement qui a été proposé à cause ou grâce à la crise sanitaire, on sait que certains ont pu bénéficier d'audits initiaux à distance. Donc, en fait, il y a simplement un inversement. Pour autant, on sait que l'audit de surveillance peut être réalisé sur site dès lors qu'il y aurait eu des signalements conformes aux règles de réclamation définies par l'organisme certificateur. Concrètement, des stagiaires ou un client se serait plaint d'un des prestataires auprès de l'ISQ. Donc, ceci pourrait nous conduire à changer d'avis et à imposer un audit de surveillance en présentiel. Le résultat d'analyse de risque aussi pourrait nous conduire à décider que ce soit en présentiel plus qu'en distanciel. Voilà, donc ce sont les 2 principales raisons. Alors, ce que l'on pourrait se demander, mais c'est quoi une analyse de risque? Eh bien, en fait, on va essayer et on doit, en tant qu'organisme certificateur, appréhender quelles sont les évolutions majeures qui ont pu avoir un impact sur, en fait, le certifié. Donc, on va regarder quelle est l'évolution de votre volume d'activité, essentiellement à la hausse. En gros, si jamais vous aviez un doublement de votre chiffre d'affaires, on pourrait se poser la question sur la capacité de l'organisme à maintenir son système qualité avec une telle augmentation. Le nombre important de non-conformités qui auraient pu être constatées lors de l'audit initial, des non-conformités majeures qui auraient pu conduire le comité de certification de l'ISQ à imposer un audit de surveillance en présentiel, ou aussi la défaillance constatée dans la maîtrise de la sous-traitance, le fameux indicateur 27, et sinon aussi une défaillance constatée dans le rôle de la fonction centrale pour les organismes qui seraient multisites. Et pour la durée de l'audit, si mon périmètre n'a pas changé depuis l'audit initial, j'ai le même nombre de sites, le même nombre de catégories d'action, quelle sera la durée de mon audit? Alors, en fait, celle-ci vous a été précisée lorsque vous avez contractualisé avec l'ISQ, donc tout autant dans le devis, la facture et également dans le contrat où il y avait la durée estimée de l'audit de surveillance, donc celle-ci ne devrait pas changer. Nous vous rappelons que la question 2.7 dans la question-réponse du gouvernement précise qu'il ne sera pas demandé de nouveau BPF lors de la mise en place de l'audit de surveillance. Donc, c'est le BPF qui a été transmis à l'organisme certificateur lors de la demande de l'audit initial qui est pris en compte, ce qui veut dire qu'une évolution à la hausse ou à la baisse de votre chiffre d'affaires n'aura pas d'impact, malheureusement pour ceux qui ont une diminution et heureusement pour ceux qui ont une augmentation de leur chiffre d'affaires, donc sur la durée de l'audit. Et si à l'inverse, mon périmètre a changé, si j'ai eu une nouvelle catégorie d'action ou un nouveau site, quelle sera la durée? Ben, en fait, qu'est-ce qui aura un impact sur la durée de l'audit? C'est bien forcément, à défaut d'avoir un impact à cause du chiffre d'affaires en hausse ou à la baisse, ça va être essentiellement si vous avez bénéficié d'un audit d'extension, que ce soit un audit d'extension de catégorie au singulier ou au pluriel, ou un audit d'extension de site, et là aussi bien sûr, au singulier et au pluriel. Dès lors qu'il y aura une modification de la durée initialement envisagée, eh bien, l'ISQ sera amené à rédiger un avenant au contrat. Je profite de cette slide-là pour vous inviter, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Benjamin traite tout ça et nous fera passer les questions auxquelles on sera un plaisir de répondre en fin de webinaire. Avez-vous des exemples concrets à nous montrer? Exemple concret de durée, oui. Là aussi, on a pris l'exemple d'un organisme, 150 à 750 000 euros de chiffre d'affaires. Il est monosite. Il a eu un audit initial complet, à défaut d'un label reconnu par le CNEFOP, 1 jour et demi d'audit. Il a eu un audit initial aménagé, bien une demi-journée. Par contre, là, on retrouve un pied d'égalité entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas un label reconnu par le CNEFOP. L'audit de surveillance sur cette catégorie-là sera d'une demi-journée dès lors que l'on est bien sur une catégorie d'action comme la formation, par exemple.
une demi-journée qui donne déjà un petit indice sur ce que l'on va pouvoir faire pendant cet audit de surveillance. Si vous avez une journée et demie, imaginez ce que vous pourriez faire sur une demi-journée. Et on va revenir un petit peu après sur le contenu même de l'audit de surveillance. Un autre exemple? L'autre exemple ici, un organisme qui a un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, qui avait un audit sur la catégorie formation initiale, qui a fait une demande d'extension pour le CFA, complet au début 2 jours, aménagé une seule journée, l'extension 2 jours et demi, ça c'était commun aux deux, et on retrouve un audit de surveillance avec 2 jours, en sachant que là on est bien sur un audit de surveillance. J'ai un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros et bien sûr, j'ai une durée d'audit de base, 1 jour, formation, une demi-journée et apprentissage, une autre demi-journée, donc un total de 2 jours d'audit de surveillance. Merci Marc pour toutes ces informations intéressantes, mais cela ne concerne que les organismes dits monocytes. Qu'en est-il des organismes multisites? Alors, les multisites, c'est vrai qu'il y a eu un traitement particulier prévu par les textes de loi qui imposait un audit d'un certain nombre de sites calculés selon la règle de la racine carrée du nombre de sites. Bonne nouvelle pour nos organismes multisites, cette règle ne va pas être appliquée lors de l'audit de surveillance pour le calcul de la durée de l'audit. Nous ne prendrons pas la racine carrée du nombre de sites, simplement nous prendrons un site et un seul site, sauf à ce que l'analyse de risque nous amène à en choisir un deuxième, mais normalement la règle serait un seul site audité et on prendra un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial, en complément aussi de l'audit de la fonction centrale. Nous en savons plus maintenant sur la durée et sur le mode de réalisation, mais qui va nous auditer? Alors, qui va nous auditer? Bien sûr, là aussi, une nouvelle question très légitime. Alors, il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, l'ISQ souhaiterait ou préférerait privilégier l'utilisation du même auditeur qui a conduit l'audit initial ou l'audit d'extension. Maintenant, dans la pratique, on va s'apercevoir que ceci ne sera pas toujours possible, soit parce que l'auditeur n'est plus en activité d'une façon générale, plus en activité peut-être avec l'ISQ, parce que l'audit aurait pu être réalisé initial à distance et que nous n'ayons pas fait attention à la localisation géographique de l'auditeur. Et il est vrai que demander à un Marseillais d'aller à Lille, pourquoi pas, mais il y aurait trop de frais, je pense, soit parce que le prestataire souhaite vraiment conserver l'auditeur de l'audit initial et à ce moment-là accepte de payer les frais. Et aussi, il se pourrait que ce soit la décision de l'ISQ d'affecter un nouvel auditeur sur une mission spécifique. Au même titre que vous, en tant que prestataire, vous pouvez tout à fait demander à l'ISQ de changer d'auditeur si vous le souhaitez. Alors, plus tôt dans ce webinaire, vous nous avez dit qu'on allait nous demander certains éléments en amont de l'audit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Il est vrai que dès lors qu'on va vous solliciter 2 mois avant le début de la période du 14e mois, vous allez avoir un lien qui va vous emmener en fait sur notre site internet pour pouvoir remplir un certain nombre d'informations. L'objectif est de nous permettre de conduire cette fameuse analyse de risque. Et pour ça, on va vous demander quels sont ou quels auraient été les changements juridiques, organisationnels. Est-ce que vous faites par exemple appel à la sous-traitance aujourd'hui alors que vous ne le faisiez pas lors de l'audit initial? Est-ce qu'il y a eu des changements d'ordre matériel, des nouveaux locaux, nouveaux plateaux techniques en fonction de vos thématiques d'intervention? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des ressources humaines, plus de salariés, moins de salariés, une nouvelle équipe dirigeante? Et on va également vous demander un certain nombre de clarifications sur les évolutions commerciales, évolution du chiffre d'affaires, des nouveaux produits. Vous faites aujourd'hui proposer des formations certifiantes sur un titre RNCP alors que vous ne le faisiez pas hier et d'autres informations. Et c'est avec tout ça qu'on va pouvoir mener l'analyse de risque. Quels sont les objectifs de cette audit de surveillance finalement? Les objectifs sont clairement précisés dans l'article 2 de l'un des arrêtés. L'audit de surveillance permet tout simplement de vérifier que le référentiel en vigueur est toujours appliqué et pour lequel vous êtes certifié. Il y aura bien sûr une attention qui sera particulière pour ce qui est des non-conformités qui auraient été identifiées lors de l'audit initial, majeures ou mineures. Donc là, on va regarder bien votre capacité à mettre en œuvre les plans d'action correctifs en complément de l'analyse de risque qu'il aura pu mener par ailleurs.
Et donc, pour les organismes multisites, quelle est la différence? Alors, il est vrai que ça, c'est la deuxième fois qu'on fait un distinguo entre monocytes et multisites. Pour les multisites, ce qui est important, c'est même si l'audit va suivre les mêmes règles que pour un monocyte, on va quand même avoir un temps qui sera dévolu à l'audit de la fonction centrale. Ça, c'est important. Un site, bien évidemment, puisque l'on doit s'assurer de l'éligibilité de l'organisme multisite à cette distinction particulière. Et donc, c'est la fonction centrale qui est un des principaux points d'entrée. Et donc, dans quelle mesure peut-on savoir qu'est-ce qui sera audité lors de cet audit? Alors, c'est la question très concrète que tout le monde nous pose, et c'est malheureusement une réponse de Normand, quand bien même je sois au Savoyard, qu'on va vous faire ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura vraiment un plan d'audit pour chacun des certifiés, vraiment un plan d'audit particulier et adapté. Ce qui va déjà en fait avoir un impact majeur sur ce qui va pouvoir être fait, ça va être la durée de l'audit. Derrière ça, est-ce qu'il y a eu des non-conformités constatées lors de l'audit initial, majeures ou mineures? Est-ce qu'il y a eu des évolutions particulières, en sachant qu'un des objectifs aussi de l'audit de surveillance, c'est de vérifier le bon usage de la marque Calliope et de son logo. Et d'ailleurs, Raphaël nous en dira plus tout à l'heure. Pour ceux qui auraient eu un audit aménagé, eh bien aussi, il va falloir prendre en compte possiblement l'audit des indicateurs qui n'auraient pas été audités lors de l'audit initial, au même titre que pour les nouveaux entrants. Nous savons que les textes avaient prévu que certains indicateurs seraient audités uniquement lors de l'audit de surveillance. Donc, voici un petit peu tous les ingrédients de ce cocktail qui va faire que chacun aura son cocktail particulier. Donc, si je comprends bien, l'audit initial, nous avons une situation claire et définie, alors que sur l'audit de surveillance, pardon, nous sommes sur une situation un peu plus floue. Mais quel en est-il des indicateurs? Les indicateurs, c'est vrai que c'est un petit peu plus flou. En tous les cas, ça va vraiment être du cas par cas. Simplement ici, sur ce slide, on voit clairement quels sont, avec les petites croix rouges, les indicateurs qui n'auraient pas été audités pour ceux qui ont bénéficié d'un audit aménagé. Donc, on pourrait partir du principe que l'auditeur y consacrera un certain temps. Maintenant, au regard de la durée de l'audit et de tout ce qu'on a vu sur le slide précédent, nous pourrions presque arriver à une situation où certains indicateurs non audités à l'audit initial du fait d'un audit aménagé ne puissent peut-être pas encore être audités lors de l'audit de surveillance. Et quels seraient les temps forts de cette audit de surveillance? Alors, les temps forts, un petit peu comme lors de l'audit initial, il y a bien sûr une réunion d'ouverture. On va revérifier le plan d'audit, le périmètre, pour être sûr qu'on est bien dans les clous de ce qu'on va faire, ce qu'il faut par rapport au cas particulier du prestataire. Il y aura bien évidemment la vérification de la mise en œuvre des plans d'action pour ceux qui ont des non-conformités. Il y aura un audit d'un certain nombre d'indicateurs, de la même façon, questions-réponses, observation d'éléments de preuve factuels. Derrière ça, l'auditeur devrait prendre quelques instants pour s'assurer qu'il a bien mené correctement sa mission, avec une restitution en fin de réunion, lors de la réunion de clôture, pour que vous puissiez savoir ce qu'il en est. Merci Marc. Autre question, si par malheur, lors de mon audit de surveillance, l'auditeur constate une non-conformité, que ce soit sur un nouvel indicateur ou sur une non-conformité qui avait déjà été constatée lors de mon audit initial, quelle sera la marche à suivre, je dirais? Alors, on va donc respecter exactement les mêmes délais de traitement des non-conformités que nous avions et qui sont définis d'ailleurs par la loi pour l'audit initial. Alors, sur une non-conformité mineure, eh bien, il y aura un certain temps pour que vous puissiez nous remettre un plan d'action et on pourra le vérifier, on l'espère, l'audit de surveillance. Par contre, point particulier, si une non-conformité mineure a été observée lors de l'audit initial et qu'elle est à nouveau observée lors de l'audit de surveillance, à ce moment-là, celle-ci sera transformée en non-conformité majeure. C'est prévu dans les textes de loi, ce n'est pas un choix du certificateur. Pour les non-conformités majeures, bien évidemment, on sait que c'est une non prise en compte ou une prise en compte partielle d'un indicateur remettant en cause la qualité de la prestation. Et là, vous aurez toujours un petit peu les mêmes délais. 5 non-conformités mineures, je vous rappelle, ça équivaut à une non-conformité majeure. Ça, c'est l'article 1 d'un des arrêtés. Bien évidemment, s'il devait y avoir des non-conformités, vous serez notifié comme vous l'avez été lors de l'audit initial
par écrit avec des fiches de conformité à nous retourner, bien évidemment. Maintenant, si lors de l'audit initial, votre incapacité à corriger des non-conformités majeures pouvait entraîner un refus de certification, ici, en étant certifié, eh bien, vous risquez d'avoir une suspension de certification jusqu'à ce que vous ayez réussi à mettre en place les correctifs nécessaires. Alors, maintenant, on va changer. C'est Raphaël qui va être plus sous les feux des projecteurs que moi. Un point sur l'utilisation du logo, puisqu'on vous rappelle, c'est vraiment un des points de vérification. Alors, que dire sur cette responsabilité du certificateur quant à l'usage du logo et de la marque Calliope? Alors, comme tu l'as dit, Marc, les organismes certificateurs sont tenus de vérifier que leurs certifiés utilisent correctement le logo Calliope tout au long de leur cycle de certification. Pour ce faire, nous avons deux moyens, des contrôles aléatoires qui sont basés uniquement sur les sites Internet, car c'est le seul moyen que l'on possède pour faire ces contrôles-là. Ou sinon, on a l'audit de surveillance, où l'auditeur pourra aller regarder plus en détail des documents papier, je dirais, que nous, on ne pourrait pas consulter en contrôle aléatoire. Donc, j'entends par là des plaquettes de formation, des feuilles d'émargement, par exemple, car ce sont des documents où le logo Calliope n'est pas autorisé, mais ça, on le verra plus tard. Et donc, suite à cette vérification, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, l'organisme certificateur informe le certifié que son utilisation du logo n'est pas conforme et qu'il doit donc se mettre en conformité dans les meilleurs délais. Et comme c'est écrit à l'écran, à défaut de mise en conformité, on pourra procéder à une suspension ou un retrait de la certification. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Très bien, alors quand même un risque majeur, hein, une mauvaise utilisation du logo constaté et un défaut de mise en conformité peut là aussi conduire à une suspension. Ce n'est pas un indicateur en tant que tel, il ne fait pas partie des 32 indicateurs, on va dire que c'est peut-être le 33e, puisque c'est vraiment notre responsabilité. Alors, quelles vont être les sources en fait, d'informations sur ce que je peux faire et ne pas faire? Très bien. Alors, pour faire cette vérification, on s'appuie sur la charte graphique Calliope donc du 7 décembre 2020. Alors, car à cette date-là, il y a eu une mise à jour. L'État a changé son logo Calliope. Désormais, il y a un nouveau logo avec le bandeau Marianne plus République française, donc qui est en logo en vigueur depuis le 7 décembre 2020. Donc, ça fait un an maintenant, un an d'anniversaire. Et donc, on n'est plus censé voir le logo de gauche sur vos sites internet, vos supports, peu importe, on n'est plus censé le voir, on n'est plus censé l'utiliser. Alors, on voit qu'il y a déjà une question de logo, et Dieu sait qu'on en voit encore des anciens. Maintenant, je crois que le logo seul ne suffit pas non plus. Exact, Marc. On ne peut pas utiliser le logo Calliope juste comme ça. Il y a une phrase obligatoire à mettre qui est la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes. Car comme vous le savez, Calliope, c'est sur 4 catégories d'actions, donc les actions de formation, bilan de compétences, VAE et apprentissage. Et donc, il est important de préciser qu'est-ce qui a été certifié ou pas. Car, par exemple, vous pouvez faire quelques VAE, mais vous avez choisi de ne pas le faire certifier. Et donc, c'est important de préciser que Calliope ne porterait pas sur ces actions de VAE. Pas de tromperie, donc il faut vraiment noter ce que l'on fait, ce pour quoi nous sommes certifiés. Très bien. Alors, quelles sont un petit peu les déclinaisons possibles des logos? Alors, au niveau du logo, c'est vraiment figé. On ne peut pas le modifier. Nous verrons quelques exemples interdits plus tard. Par contre, au niveau de la phrase que je viens de citer, vous avez des libertés artistiques. Donc, vous pouvez la mettre de la couleur que vous souhaitez, police que vous souhaitez, en gras, en italique, en souligné. L'important, c'est que ça reste à proximité du logo et que la taille de la police ne dépasse pas le processus certifié. Bon, ça, très concret. Alors, un peu de liberté artistique, mais j'ai pu comprendre en fait qu'on était un petit peu bridé malgré tout. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et donc, voilà quelques exemples de tout ce qu'on ne peut pas faire. Donc, notamment tout ce qui est modification, c'est-à-dire que comme vous recevez le logo Calliope, comme vous devez l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'adapter aux couleurs de votre organisme, vous ne pouvez pas faire de 3D,
de transparence, de changement de police. C'est utilisé comme il doit être. Très bien, donc quand même une liberté réduite, en tous les cas, sur la modification du logo. Alors, sur quel fond est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, le logo Calliope doit être utilisé donc, dans son cartouche blanc. Comme vous le voyez à l'image, ici, c'est sur un fond photographique. Donc, les phrases peuvent être écrites sur la photo, il n'y a pas de souci. Mais le logo Calliope doit être toujours utilisé sur son cartouche blanc. Soit un cartouche coloré, un pied de page sur fond noir, fond jaune, fond bleu. Toujours le cartouche blanc. Et si le fond est blanc, ben là, il n'y a pas de blanc sur blanc, on ne le verra pas. Et donc, ça sera considéré conforme. Parfait. Alors, et en synthèse, Raphaël? Alors, le plus important pour vous, j'imagine, c'est-à-dire savoir où est-ce que vous pouvez la poser et ne pas la poser. Donc, liste de gauche, vous avez le droit de le mettre sur un site internet, que ce soit en page d'accueil, en pied de page ou dans un onglet dédié, type Qui sommes-nous, notre démarche qualité, nos certifications, toujours en précisant les actions certifiées. Nous avons l'exemple du catalogue de formation qui reprend toute votre activité. À l'intérieur, il y a toutes les formations que vous proposez. En page de garde, première page, vous avez le droit d'utiliser le logo Calliope, toujours en précisant les actions de certification. D'autres exemples, un diaporama pour un appel d'offres, par exemple. Vous envoyez un diaporama pour présenter votre organisme. Vous pouvez utiliser le logo Calliope. Également, affiches, brochures, toujours des documents qui font la promotion de votre organisme. J'ajoute également la signature de mail. On ne l'a pas écrit sur le diapo. Mais voilà, signature de mail, vous pouvez l'utiliser. Et toujours avec les catégories d'action, vous n'avez pas le droit d'y échapper. Et je n'ai pas le droit. Donc, c'est d'apposer le logo sur les plaquettes de formation, car Calliope est une certification de processus. C'est votre organisme qui est certifié Calliope et non pas les formations que vous prodiguez. Et donc, ça fait que ce logo Calliope, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser sur un devis, une convocation, une convention, un contrat, une feuille de présence, une attestation de formation, une facture. Malheureusement, ce sont des documents qui sont liés en particulier à une action de formation et c'est ce qui est interdit donc, dans la charte graphique qui nous a été fournie. Nous rajoutons également le papier en tête car nous considérons qu'il est impossible ensuite de contrôler la diffusion du papier en tête et le contenu du document in fine une fois qu'il sera complété. Alors, c'est vrai que sur ce dernier point, alors, très souvent, on a beaucoup de questions. Alors, le papier en tête, on va dire que c'est une réponse un petit peu au conditionnel. Tout dépend en fait de l'utilisation du papier en tête. Alors que si c'est pour un courrier générique, bien sûr que là, on pourrait vous dire oui. Maintenant, si ce papier en tête, qui pourrait être alors, digital ou préimprimé, est utilisé aussi pour une attestation de réalisation, pour une feuille de présence, eh bien là, malheureusement, ça ne marche plus. Donc, c'est vrai que peut-être que par précaution, il pourrait être intéressant de ne pas le faire, sauf à modifier à chaque fois vos trames de fond et les personnes en charge du marketing. Merci Raphaël. Donc, ça, c'était le point sur le logo et on va basculer sur le dernier point. Alors, comment dirais-je? Il y a une nouveauté est en marche. Il s'agit de l'annuaire des certifiés. Comment cela va-t-il fonctionner? Alors, l'annuaire des certifiés et surtout en fait la mise en place ou la mise en œuvre de ce qu'on appelle le collecteur. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que un article du Code du travail, le 63-16-5, précise que les organismes certificateurs et les instances de labellisation, ce sont celles reconnues par France Compétences, doivent transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle, on parle bien de la DGEFP, la liste des prestataires qui sont certifiés. La liste, en fait, est là pour en fait, alimenter ce qui va être la liste publique officielle et accessible à partir du 1er ou du 2 janvier et qui sera mise à jour
tous les jours, normalement à 23 heures de mémoire, et c'est cette liste-là qui sera consultée et consultable par l'ensemble des financeurs publics. Qu'est-ce que l'on doit, nous, en fait, transmettre comme information? Eh bien, on nous oblige à transmettre le numéro de NDA, le nom, bien sûr, de nos certifiés, complété de leur NDA, complété de leur sirène, complété des catégories d'actions pour lesquelles ils ont été certifiés et complété par la date de décision de certification et la fin de validité de la certification. Alors, quand va être transmise cette liste? Alors, en tant que certificateur, donc nous sommes 33 certificateurs aujourd'hui dits COFRACés, nous avons une obligation de transmettre cette liste une fois par jour, idéalement avant 16 heures, à la DGEFP pour qu'ils puissent la mettre un jour de leur côté à 23 heures. Les instances de labellisation, par contre, eux, ont une obligation de remontée d'infos uniquement lorsqu'il y a une modification de la liste de leurs certifiés. Donc ça, c'est important. En sachant que nous retirerons bien évidemment de la liste tous ceux qui bien souhaiteraient arrêter ou qui renonceraient ou qui pourraient éventuellement être suspendus lors des audits de surveillance. Donc ça veut dire quand même que tous les jours, cette liste qui va être actualisée permettra à un financeur public de voir qui est aujourd'hui certifié et donc peut prétendre à recevoir des fonds publics ou mutualisés. Où en sommes-nous dans cette mise en place d'un annuaire? Alors, la mise en place, ça fait bientôt tout le mois de novembre, même un petit peu avant, on va dire mois de novembre et décembre, nous sommes en phase de test avec la DGEFP, donc avec une remontée, bien là aussi, comme dans la vraie vie, tous les jours, bien évidemment, en sachant qu'aujourd'hui, on s'est aperçu surtout sur deuxième quinzaine de novembre, qu'un certain nombre d'organismes ont perdu leur NDA, donc ils ont été rendus caducs. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y aurait, alors je parle au conditionnel, mais ce que certaines DRED s'appellent des campagnes de caducité. C'est-à-dire que pour ceux qui auraient oublié de déclarer leur BPF au mois d'avril-mai, pour ceux qui l'auraient éventuellement déclaré à zéro, eh bien, les DREDS ont mis à jour leur liste sur le mois de novembre et donc on fait, entre guillemets, sauter un certain nombre de NDA. Donc, vous avez une capacité à réactiver votre NDA selon un processus que chaque DRED pourra vous expliquer. Normalement, tout ceci devrait être ajouté lors du prochain webinaire pour qu'on ait un petit peu de nouveautés en complément de l'audit de surveillance. Mais gardez bien à l'esprit qu'à partir du 1er janvier, en fait, en tant que certificateur, on va remonter nos certifiés, mais c'est surtout en fait la DGEFP qui a la main mise sur cette liste publique et c'est la DGEFP qui ressortira les prestataires dont les NDA ne seraient plus actifs ou pour lesquels il y aura un problème de cohérence avec le sirène ou le SIRET. Ce ne sont pas les certificateurs qui vont vous retirer des listes. Et je ferai une petite aparté ici. Nous avons eu un certain nombre de sollicitations de prestataires qui ont été contactés par des OPCO quant au fait qu'ils puissent être déclarés, certifiés ou pas. Donc, sachez que ça, c'est géré avec la DGEFP. Maintenant, un certain nombre d'OPCO ont sollicité l'ISQ et d'autres certificateurs pour qu'on puisse leur transmettre en amont la liste des certifiés. Donc, l'ISQ se prête de bonne grâce à cette demande pour éviter que vous soyez pénalisés. Maintenant, pour ce qui est de la liste officielle et publique à partir du début janvier, nous ne serons simplement que le pourvoyeur d'informations et certainement pas celui qui va, en tous les cas, gérer quels sont ceux qui sont dedans ou qui n'y sont pas. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la présentation. On garde toujours un petit quart d'heure, 20 minutes en fonction du nombre de questions pour pouvoir répondre justement à vos interrogations. Donc on va se faire un plaisir de répondre si tant est que vous ayez des questions, bien sûr. Benjamin, on se tourne vers toi. Toujours quelques questions. Bon, on a toujours nos salles de questions qui concernent le logo, on va y revenir. Je vais les prendre dans l'ordre. On ne va pas privilégier les uns par rapport aux autres. Alors, j'ai une première question qui est, alors là, on est vraiment sur du cas spécifique. Audit initial en présentiel en septembre 2020, audit d'extension de site en septembre 2021, en présentiel toujours. L'audit de surveillance se fera-t-il à distance ou en présentiel?
Ben, si on a fait présentiel les deux, c'est ça? Présentiel les deux. Ben, normalement, l'audit devrait être réalisé bien évidemment à distance. Maintenant, l'ISQ ne ferme pas la porte à accéder aux demandes des prestataires si ils souhaitent, malgré tout, réaliser l'audit en présentiel. Il y aura bon, quelques frais selon le forfait connu par nos certifiés. Bien évidemment, donc, nous sommes tout à fait disposés à réaliser aussi l'audit de surveillance en présentiel et non à distance. Très bien. Au choix du certifié, on va dire. Allez. Merci Marc. Alors, une question. En multisite, vous dites que seule la fonction centrale et un site non audité en initial seront audités. Ai-je bien compris? C'est la théorie que nous allons respecter, sauf que si l'analyse de risque que nous sommes amenés à réaliser eh bien, nous amène à imposer un deuxième site, on pourrait imposer un deuxième site, mais sinon, c'est la règle, oui, un seul site plus la fonction centrale. Donc, si je prends un exemple très concret d'un de nos très importants certifiés en nombre de sites, plus de 110 sites en France, audit initial avec 11 sites audités, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura qu'un site audité lors de l'audit de surveillance et non pas une reconduction de la racine carrée, et donc 11 sites. Super, merci Marc. Alors, j'en viens un peu sur les logos. Nous communiquons sur des marques qui sont certifiées sur une entité juridique pour certaines catégories d'actions et sur une autre entité pour d'autres catégories d'actions. Nous mentionnons les deux entités juridiques. Est-ce OK? Sur une seule utilisation ou deux utilisations A priori, sur une seule utilisation. Mon point de vue, il sera important de préciser avec une phrase mettant que telle structure, la structure A, a été certifiée pour telle et telle catégorie d'action et que la structure B a été certifiée pour telle et telle catégorie d'action. Okay. Ouais. Toujours difficile de répondre sur des questions comme ça à la volée, en sachant que si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous adresser un mail pour qu'on prenne le temps de mener quelques investigations complémentaires avant de vous donner une réponse un peu plus ferme et définitive. Très bien. Pouvons-nous apposer le logo sur le livret d'accueil? Sur le livret d'accueil, oui, c'est un document... Après, c'est toujours pareil. On va dire, si le livret d'accueil est destiné à l'ensemble des bénéficiaires, la réponse serait plutôt oui. Maintenant, nous savons que certains de nos prestataires proposent des livrets d'accueil spécifiques pour des catégories ou pour des diplômes, et auquel cas, là, eh bien, en fait, on serait sur un lien avec quelque chose de spécifique, et à ce moment-là, ce serait plus possible. Donc, une nouvelle fois, j'ai envie de dire qu'a priori, oui, si généraliste, mais bien sûr, ça nécessiterait quelques investigations complémentaires pour pouvoir apporter une réponse définitive. Très bien, merci. Est-ce que je peux le mettre nulle part, ce logo? Oui, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. OK, parce que là, en fait, c'est un monsieur qui nous dit qu'il ne fait que 10 formations par an et que du coup, en fait, il n'a pas l'utilité de le mettre. Il peut ne pas le mettre. Oui, pas d'obligation. Très bien. Toujours sur les supports et toujours sur l'utilisation du logo, on a beaucoup de questions par rapport à ça. L'usage du logo, est-ce qu'il est autorisé dans un rapport annuel RSE? Tout dépend de ce qu'il y a dans ce rapport RSE, en fait. Une nouvelle fois, il faudrait voir le support. A priori, le rapport RSE ne fera pas référence à une action plus qu'une autre, donc on pourrait partir du principe qu'a priori, oui. Resterait à regarder le rapport d'une façon détaillée. Après, rien n'empêche de mentionner que vous êtes certifié sans pour autant noter et apposer le logo. Et, tout ceci peut quand même se notifier dans le texte. OK. Bon, on va sortir un peu de l'utilisation du logo. Il y a beaucoup de questions qui sont tombées entre-temps. Donc, je vais les prendre un peu une par une. Alors, on a une question sur un report de date. On nous dit que de nombreux organismes ne sont pas encore certifié. Y a-t-il un report de la date du 1er janvier 2022? Alors, c'est vrai que nombre de prestataires ont joué. Après, on joue, on ne joue pas, et en espérant que le gouvernement accorde un nouveau report. Certains espéraient même, pensaient qu'il pourrait être annoncé
lors des 50 ans de la loi de l'or et de l'événement de Centrinfo en début de mois, qui a été ouvert par la ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne. Malheureusement, il n'y a eu aucune annonce à ce jour. Donc aujourd'hui, le fait ou la nécessité d'être certifié au 1er janvier 2022 pour pouvoir contractualiser sur des fonds publics ou mutualisés reste complètement d'actualité, sauf à ce qu'on trouve quelque chose sous le sapin la semaine prochaine qui puisse dire l'inverse. Très bien, merci Marc. Alors, ensuite, comment peut-on vérifier qu'un sous-traitant a bien son NDA? En fait, c'est très simple. La première chose, c'est déjà de demander son numéro de NDA. Et derrière ça, il faut aller sur la liste publique des organismes de formation. Donc, vous faites listeof.gouv sur Google ou votre moteur de recherche préféré. Et là, vous avez accès sur le site du gouvernement à un fichier Excel de l'ensemble des NDA actifs en France. Il y en avait à peu près 80 000 il y a 2 ans, il y en a 104 000 aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a eu 30 000 demandes de NDA. Enfin, il y a 30 000 NDA actifs en plus. Il suffit de faire un petit contrôle F sur ce fichier Excel pour voir si le numéro de NDA se trouve dans cette liste. Si le NDA n'est pas dans la liste, on part du principe que le NDA n'est pas actif ou n'a jamais existé. Et c'est d'ailleurs avec cette liste que la DGEFP va croiser la liste de nos certifiés. Okay, donc c'est la source officielle, la seule et unique à ce jour. Ça répond aussi quelque part à la question dans quel cas un NDA n'est pas actif. Qui n'est pas sur la liste. Voilà, donc on a fait d'une pierre deux coups. Alors par contre, là, Benjamin, juste un complément. Nous avons posé la question quand même aujourd'hui à la DGEFP et à l'adresse pour savoir quelle était la fréquence de mise à jour de la liste. Nous sommes en attente de réponse. On la suppose journalière et à vérifier. Et où est-ce qu'on pourra la trouver, cette liste? Les listes, c'est Google, c'est voilà, liste organisme de formation, .gouv, et elle sort. Très bien. Alors, je liste un peu. Alors, je reviens. Alors, est-ce qu'il est préférable de faire un audit de surveillance avant un changement de RP? En fait, je n'ai pas de réponse à apporter sans connaître la situation de l'organisme aujourd'hui, sans connaître quelles sont les fonctionnalités nouvelles ou celles qu'il pourrait perdre. Ça, c'est vraiment à dire que si, en tant qu'organisme de certificateur, on se doit de faire une analyse de risque, c'est malheureusement, je renvoie la balle aux dirigeants de ce prestataire de faire l'analyse de risque. Pour moi, un changement de RP ne devrait pas normalement avoir d'impact sur la date de l'audit de surveillance, puisque vous devez démontrer votre capacité à maintenir la qualité, quelles que soient les conditions. Donc, ancienne ERP, nouvelle ERP, j'ai envie de dire, normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact. Si ceci devait avoir un impact, là, c'est vrai que ça peut faire ressortir une analyse de risque négative. Maintenant, je conçois d'un point de vue très pratique que pour que les équipes s'approprient le RP et puissent peut-être répondre plus facilement aux sollicitations de l'auditeur, qu'il soit intéressant de le faire avant le changement ou une fois que les équipes se seront appropriées les fonctionnalités du nouvel ERP. Très bien, merci Marc. Une question sur le déroulement d'un audit de surveillance, mais à distance. Sur le protocole 1.2, le partage d'écran, partage de documents, la question étant, est-ce que l'auditeur entrera dans notre ordinateur? Alors, en fait, plusieurs choses sur l'audit à distance. Le premier point, déjà, c'est que normalement, nous demandons à tous nos auditeurs de réaliser un test de connexion avec le certifié. Après, soit le prestataire met à disposition moyen de partage d'écran, que ce soit Zoom, comme ce que nous utilisons aujourd'hui, que ce soit Teams, que ce soit Google Meet, enfin bref, peu importe. Voilà. Et à défaut, eh bien, l'auditeur mettra à disposition un moyen d'échange. L'auditeur ne va pas dans les systèmes. En fait, ce moyen d'échange sert uniquement au certifié à partager son écran pour que l'auditeur puisse observer le document. Nous n'avons pas de velléité, et j'ai envie de dire presque qu'on n'a pas le droit d'aller de se mettre dans vos systèmes. C'est simplement vous, en tant qu'audité, qui devez nous présenter un certain nombre d'éléments, bien évidemment. La limite de l'audit à distance, on l'avait déjà évoqué sur notre webinaire, c'est que quelquefois,
l'audité appréhende mal quelle va être la richesse et la variété des documents qu'on pourrait demander en tant qu'élément de preuve et que tout n'est pas forcément numérisé. Donc, c'est vrai que ça peut imposer qu'il y ait au moins une ou deux personnes en plus que la personne qui va assurer ou l'équipe qui assure l'audit pour pouvoir aller numériser les documents que nous n'aurions pas pensé. Typiquement, certains n'ont pas le registre de sécurité ou le registre d'accessibilité qui pourrait être numérisé. Donc là, il faut aller le numériser, j'ai envie de dire, un petit peu à la va-vite. Donc voilà, c'est un petit peu la limite et le risque de l'audit à distance. Tout n'est pas forcément numérisé. Très bien. Merci Marc. Une question encore sur les sous-traitants. Est-il possible que dans un avenir proche, on exige que les sous-traitants aient la certification Calliope en plus de la DA? Merci. Alors déjà, en fait, dans le guide de lecture, il est bien précisé que dans la sous-traitance, il n'y a pas d'imposition pour le sous-traitant d'être Calliope. Donc, est-ce que ça va changer? Je n'en sais rien. En tous les cas, aujourd'hui, il n'y a aucun écho sur le fait qu'il y ait une V8 dans les tuyaux. Donc, à ce jour, et je vais dire au moins à court, voire peut-être même moyen terme, il n'y a pas de raison que ce qui prévaut aujourd'hui puisse être modifié. Très bien. OK. Une question sur les critères et les indicateurs. Lors de l'audit de surveillance, les mêmes indicateurs et critères que lors de l'audit initial seront-ils contrôlés? Sinon, quid? Alors, on revient à ce qu'on a pu expliquer. Tout va dépendre de la durée d'audit. Alors, en sachant que l'audit de surveillance, forcément, vous aurez le contrôle de l'utilisation du logo, ce que nous a expliqué Raphaël. Ça, c'est indispensable. Un multisite, il y aura forcément le contrôle de l'effectivité de la fonction centrale. On va avoir un focus particulier aussi sur les indicateurs d'amélioration continue, donc les indicateurs 30, 31 et 32. Après, ça va être une question de durée d'audit et également, est-ce que vous avez eu ou pas, lors de l'audit initial, les non-conformités? Donc, une nouvelle fois, il n'y a pas de réponse toute faite. Pour l'audit initial, c'est très simple. L'auditeur, défini par la loi, avait un certain nombre d'indicateurs aménagés, pas aménagés, à auditer et on ne pouvait pas y couper. Là, par contre, c'est vraiment, on est sur de la surveillance. Donc, c'est vraiment chaque auditeur qui dressera son plan d'audit en fonction des directives, bien sûr, et des ordres de priorité que la direction qualité de l'ISQ a assigné et défini. Très bien. OK. On me pose une question sur combien d'organismes de formation sont-ils certifiés aujourd'hui versus Datadoc? Alors, les derniers chiffres, je vais vous donner ça à la louche, parce que les derniers chiffres remontent, je crois, au mois d'octobre dernier, communiqués par la DGEFP. Je pense qu'il va falloir maintenant attendre le début de l'année pour avoir des chiffres à fin décembre, bien évidemment. Il y avait pas loin de 28 000, je crois, organismes certifiés et ou en cours de certification au mois d'octobre. Nous allons dépasser les 1500, je crois, pour ce qui est de l'ISQ, là, dans les jours, la semaine prochaine ou cette semaine même, d'ailleurs, je pense. Datadoc, il y avait potentiellement, je crois, de mémoire, 45-50 000 organismes certifiés. Donc, voilà un petit peu les différentiels. Et c'est pour ça que l'on peut supposer que ceux qui ont fait le pari d'un report ont peut-être parié sur le mauvais cheval ou la mauvaise issue. Très bien, merci Marc. Une autre question, pardon. Alors, toujours l'utilisation du logo. Est-ce que dans notre signature de mail, nous pouvons mettre le logo Calliope et le logo de l'ISQ, ou est-ce que le logo de l'ISQ n'est pas nécessaire? Il n'est pas nécessaire, vous n'avez pas d'obligation de mettre que vous avez été certifié par l'ISQ. Après, je dirais que dans une signature de mail, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour mettre le logo d'une autre entreprise. Mais sur votre site internet, vous pouvez très bien mettre Calliope par l'ISQ. J'irai plus sur le site internet que sur la signature de mail. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Moi, j'ai envie de dire, d'un point de vue marketing, pour nous et visibilité, plus vous mettez de logo ISQ, plus on est content. Maintenant, voilà, est-ce que c'est le bon lieu? En tous les cas, vous n'avez pas d'interdiction, vous pouvez le faire, à vous de choisir et on serait ravis que vous puissiez mettre en avant l'ISQ. Très bien. J'ai une question sur l'accueil des personnes en situation de handicap, qui est une question qui revient assez souvent. Faut-il être en conformité avec le registre d'accessibilité, même si on n'est pas ERP?
Alors là, on sort en fait de Calliope, donc on va essayer de partager quelques éléments maintenant, mais ce n'est pas Calliope. Alors déjà, le fameux registre d'accessibilité est un document qui est obligatoire de mémoire depuis octobre ou décembre 2015. Je rappelle que c'est du pénal et c'est 4 500 € d'amende si vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas Calliope. C'est un élément de preuve parmi d'autres que pourrait solliciter l'auditeur et il n'a pas obligation de vous le demander et ce n'est pas le métier et le job et la responsabilité d'un auditeur Calliope de vérifier si vous l'avez. Donc après, je crois que le registre d'accessibilité est surtout un document qui vous permet, qui est à partager avec ce qu'on appelle les PSH, donc les personnes en situation de handicap, qui pourraient vous solliciter pour savoir un petit peu ce qu'il en est de votre établissement. Donc voilà, après, vous avez des établissements ERP, alors il y a plusieurs niveaux, hein, le 5 est le plus simple en déclaratif. Certains ne seront jamais ERP, et ça fait référence à ce qui s'est passé au process et à la loi ADAP de 2015. Donc, on sort vraiment de Calliope. On ne peut que vous inviter, et ça ferait référence à la veille, à l'indicateur 23, veille réglementaire, à être en conformité avec les attendus en lien avec tout ce qui est ERP et ou registre d'accessibilité. Très bien. Et pas Calliope. Merci Marc. Connaîtrons-nous par avance les critères et indicateurs qui seront contrôlés afin de mobiliser les équipes nécessaires pour répondre aux investigations de l'audit de surveillance? Bien sûr, et c'est tout l'objet du plan d'audit qui vous sera adressé en amont, entre 8 jours à 15 jours en amont, puisque en fait l'auditeur et l'ISQ vont conduire et mener leur analyse de risque à réception de vos informations en amont et que vous serez informé, comme pour l'audit initial, de ce qui va être traité dans le cadre d'un plan d'audit. Donc oui, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour vous prendre au dépourvu. Je rappelle qu'un certificateur est avant tout là pour voir et déterminer dans quelle mesure vous respectez les attendus et non pas faire une instruction à charge, essayer de démontrer que vous ne respectez pas les attendus. Donc bien évidemment, on veut que vous soyez dans des conditions optimales avec les personnes mobilisées et mobilisables clairement identifiées et on va respecter cet état d'esprit. Très bien, merci Marc. Je reviens sur les délais et les échéances en fait, de l'audit de surveillance, parce qu'on a plusieurs questions qui concernent comment connaître la date à laquelle nous aurons l'audit, sur quel document? Alors en fait, pour la calculer déjà, 2019, certifié 2019-2020, vous avez 4 ans. Donc ça veut dire que l'audit de surveillance doit être programmé entre le 14e et le 28e mois. Certifié cette année en 2021, eh bien, c'est entre le 14e et le 22e mois. Donc, en fait, le 14e mois court à partir de la date d'obtention de la certification qui figure sur votre certificat. Ce n'est pas la date de demande, ce n'est pas la date de contractualisation, ce n'est pas la date d'audit, c'est bien la date à laquelle vous avez été certifié et cette date apparaît clairement sur votre certificat. Donc, c'est à ce moment-là. Et après, la date, en fait, elle va être déterminée d'un commun accord. On ne va pas vous l'imposer. Ce sera comme pour l'audit initial, dès lors qu'on aura eu un échange avec vous, eh bien, notre équipe planification, que ce soit Sarah ou Marine, pour les certifiés qui ont eu affaire à elle, eh bien, prendront contact avec vous par téléphone pour déterminer une date d'un commun accord et que vous puissiez là aussi avoir de la visibilité et monopoliser les équipes que vous devez monopoliser pour la tenue de l'audit. Très bien. Une petite dernière. Allez, une petite dernière, oui. On revient sur l'usage du logo. Parce que le fameux. Voilà, on aime bien. Mot de la fin pour Raphaël, top. Par erreur, nous avions intégré le logo dans tous nos pieds de page de tous nos documents. Dès que nous en avons pris connaissance, nous avons supprimé le logo sur notre papier en tête, nos factures, devis, etc. Pouvons-nous être pénalisés? Moi, je dirais que tant que vous apportez la preuve que maintenant, votre utilisation du logo Calliope est contrôlée lors de l'audit de surveillance, je ne vois pas de mauvaise utilisation vu que vous avez pris connaissance des nouvelles réglementations, enfin des bonnes réglementations, je dirais, oui, et que maintenant, à partir de maintenant, vous les appliquez. Et puis voilà, je pense que oui, ça suffira. Pas d'inquiétude a priori. Ok, très bien. Je me permets juste de vous rappeler que sur le site de l'ISQ, sur la page Calliope, nous mettons à jour régulièrement une FAQ dans laquelle vous retrouvez aussi des questions quant à l'utilisation du logo et à l'audit de surveillance. Je vous rappelle également
que le support de ce webinaire vous sera envoyé d'ici quelques jours par mail et que vous retrouverez également le replay sur la chaîne YouTube de l'ISQ et le lien sera également dans ce mail. Magnifique. Eh bien, merci Benjamin, merci Raphaël. Ça, c'est pour le côté ISQ. Merci de votre participation. Nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Donc, nous vous souhaitons une très belle fin d'année, de très bonnes fêtes. Et nous nous retrouverons bien sûr dès 2022. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. L'équipe de l'ISQ est là pour vous renseigner et vous informer. Belle fin de journée. Merci et à très vite. Au revoir à tous. Merci.